Archeodoxa a démontré que la disposition des étoiles de grande magnitude forme une matrice précise dont le langage porte un message pour tous. Notre humanité se retrouve donc à l'aube d'une révolution. Cet astromitra semble avoir été connu depuis le Paléolithique. Certains scientifiques seront certainement étonnés par cette structure céleste. Nous invitons donc les mathématiciens à vérifier la probabilité que l'astromitra soit intentionnel ou le simple fruit du hasard. Voilà la structure en question, telle qu'elle s'impose dans notre ciel terrestre. Voyez-vous des lignes colorées reliant les étoiles de grande magnitude? Les distances angulaires entre grandes étoiles ont de quoi nous étonner. Pour la comprendre, il faut en décomposer la géométrie en deux matrices distinctes, l'astromitra écliptique et l'astromitra galactique. L'astromitra écliptique est basé sur l'horizon du système solaire. Vu de notre ciel terrestre, c'est la ligne écliptique comme un équateur. Les méridiens de cet équateur écliptique convergent tous vers les pôles nord et sud de l'écliptique. L'astromitra galactique est basé sur notre galaxie avec un équateur, ses deux pôles et ses méridiens, ici en vert. Dans notre ciel terrestre, cet équateur est la Voie lactée. Pour résumer, l'astromitra écliptique se base sur l'écliptique du système solaire, et l'astromitra galactique se base sur l'horizon de la Voie lactée, notre galaxie. Tout au long de nos vidéos, nous utilisons la couleur orange pour la grille écliptique et la verte pour la grille galactique. Ce sont les couleurs communément utilisées dans les programmes d'astronomie. Il y a 5 étoiles importantes localisées sur les lignes des deux matrices: Spica, Régulus, Sirius, Bételgeuse et Eta Carina. Dans un premier temps, étudions l'astromitra écliptique en simplifiant le nombre de constellations. Pour cela, prenons une sphère céleste avec sa grille écliptique. Ensuite, cette sphère est générée en cylindre écliptique que nous déroulons selon ses deux pôles. Nous obtenons une carte rectangulaire cylindrique complète de la voûte étoilée. Remarquez les lignes verticales nommées EM1 à EM8. Ce sont des alignements de grandes étoiles qui sont en fait des lignes méridiennes écliptiques. Ils croisent tous l'horizon écliptique à 90 degrés. Ces alignements sont simplement incroyables, car ils ne peuvent être le fruit du hasard ou le résultat des forces gravitationnelles. Voyez apparaître les distances angulaires qui les séparent. Ces angles furent choisis intentionnellement pour qu'ils soient des fractions entières de 360 degrés, tels qu'ils apparaissent ici. Entre les étoiles Spica et Régulus, il y a une distance angulaire de 54 degrés. Or, 54 est l'angle le plus emblématique du nombre d'or. C'est les 3/5 de 90 degrés. Régulus et Spica sont les seules étoiles importantes sur la ligne écliptique. Et comme nous verrons, elles sont des composantes importantes pour faire un pont. Spica, Régulus, Sirius, Bételgeuse, Eta Carinae sont des points d'ancrage entre l'astromitra écliptique et l'astromitra galactique, puisqu'elles occupent doublement les vecteurs des deux matrices. De façon encore plus surprenante, les étoiles de grande magnitude ont des positions angulaires significatives dans les deux matrices. D'ailleurs, dans l'astromitra galactique, on retrouvera 2 fois les distances angulaires de 54 degrés. Un rappel, la ligne médiane horizontale est l'horizon écliptique du système solaire. Dans notre ciel terrestre, le Soleil, la Lune et les planètes se déplacent sur la ligne écliptique. À l'instar de la mappemonde de notre globe, les bordures supérieures et inférieures correspondent aux 2 pôles de l'écliptique. Ces lignes méridiennes, tracées par les étoiles de grande magnitude, aident à localiser l'écliptique et ses pôles dans notre ciel terrestre. Dans les mythes, la quête de ces pôles correspond à chercher la vie éternelle. Un rappel, la sphère en rotation est dite armillaire. Voyez notre symbole qui indique que nous sommes à l'extérieur de la voûte céleste. Remarquez que le lion marche vers la gauche, suivi de la Vierge. La carte est le ciel vu de la Terre. Voyez notre symbole Géo. Le lion marche vers la droite, suivi de la Vierge. Nous pouvons aussi visualiser ces sphères avec vue terrestre. Ce globe devient une coupole concave. L'effet miroir entre la représentation armillaire et terrestre était important pour établir un sanctuaire céleste dans notre monde terrestre. Revenons à l'astromitra dans sa totalité. Comme nous avons souligné, l'astromitra écliptique s'imbrique avec l'astromitra galactique. Ces deux structures ont chacune leur grille qui s'épousent de façon bien précise.
Cette animation présente partiellement les deux grilles. En orange, la grille écliptique avec son écliptique et ses deux pôles, et en vert, la grille galactique avec la ligne galactique de la Voie lactée et ses deux pôles. Rappelons que la ligne galactique est notre galaxie, la Voie lactée, vue sur sa tranche dans notre ciel terrestre. Ce plan est incliné de 60 degrés avec l'écliptique de notre système solaire. Maintenant, concentrons-nous sur la structure galactique. Faisons apparaître sa grille galactique sur une simple sphère, puis déroulons la sphère en carte rectangulaire. On voit la ligne écliptique. L'astromitra galactique ne peut faire de sens sans faire apparaître les deux mondes séparés par la Voie lactée. Les mythologies du monde entier ne pourraient faire de sens sans comprendre cette géographie céleste. Cette frontière est au cœur de la narration et du message de l'astromitra. La ligne verte est la ligne galactique. C'est l'horizon de notre galaxie qui est la Voie lactée de notre ciel. Cette frontière n'a qu'un seul passage pour l'aventurier. C'est la seule lacune dans toute la Voie lactée. Elle se trouve le long de la ligne bleue que nous appellerons Spica. La ligne Spica passe par le pôle galactique, traverse l'écliptique sur l'étoile Spica pour rejoindre Alpha du Centaure, la troisième étoile la plus brillante de tout le ciel, après Sirius et Canopus. C'est un méridien galactique. La ligne en rouge est aussi un méridien galactique. Nous l'avons appelé Anzu, comme l'oiseau mythique chez les Sumériens. Cet aigle avec un corps de lion est en fait le méridien galactique qui passe par l'étoile de l'aigle, Altaïr, transperce la constellation du Bouvier, rejoint le pôle nord galactique, traverse l'étoile Régulus dans le Lion, coupe la tête du serpent cornu, l'Hydre, rejoint l'étoile Sirius, la plus brillante des étoiles. Avant de refermer son méridien sur Altaïr, elle croise le pôle sud galactique, puis croise l'écliptique, juste à côté du méridien écliptique EM8, de la fameuse étoile Deneb et Fomalhaut. Cette ligne représente le bon leadership. Ce leader est à la fois dirigeant et serviteur. Il accepte d'être transpercé pour ses protégés. Bon berger comme le Bouvier, il peut abreuver comme le Verseau. C'est la mythologie du bon roi, du chef de tribu ou du parent dévoué. Il possède la vision juste et céleste de l'aigle. Comme le lion, Léo, il coupe la tête du mâle qui est le serpent cornu. Comme Sirius, la plus brillante des étoiles, il brille même dans le monde chaotique et ténébreux. Notre héros transpercé est marqué par la fameuse étoile Arcturus, l'étoile la plus brillante de tout l'hémisphère nord. Arcturus veut dire ours, tout comme le nom du roi Arthur ou celui de la déesse Artémis. Le mot arctique veut dire à la fois ours et nord. Avec Spica et Eta Carinae, Arcturus forme le méridien écliptique EM1, le plus important de tout l'astromitra. EM1 symbolise la lumière créatrice émanant du pôle écliptique pour engendrer les 7 astres errants sur l'écliptique, le Soleil, la Lune et les 5 planètes visibles à l'œil nu. Dans les mythes du monde entier, la relation entre la ligne Anzu et la ligne EM1 prend une place importante pour exprimer le centre divin, le pôle galactique et sa révélation. Voyons la mythologie du héros transpercé et sa relation avec la ligne Anzu. Mais juste avant, ne rappelons qu'aucune des distances angulaires n'est le fruit du hasard. Ce héros transpercé est Odin, Ani, Prométhéeus, Wakatanga, Icarius, etc. Il donne à la fois la lumière aux astres errants de l'écliptique, tout en devenant lui-même sacrifié. Les peuples du monde entier connaissaient la ligne Anzu sous la forme d'Anzu chez les Sumériens, Garuda en Inde, l'oiseau de tonnerre dans les Amériques, Horus chez les Égyptiens, le phénix, l'aigle qui transperce Prométhée chez les Grecs, Simorgue chez les Perses, l'oiseau vermillon ou le Fengwangen en Chine, les 2 corbeaux d'Odin chez les Vikings, etc., etc. La ligne Anzu représente la sagesse qui est donnée au roi à condition qu'il fasse don de sa personne. La ligne Anzu est la clé pour comprendre le fameux tétramorphe décrit dans le prophète Ézéchiel de la Bible et dans l'Apocalypse de l'apôtre Jean. Le tétramorphe illustre l'aigle, l'homme, le lion et le taureau. Mais le taureau ne semble pas être sur la ligne Anzu. En fait, la ligne Anzu atteint son éloignement maximum de l'écliptique juste sur le méridien EM7, qui relie les fameuses Pléiades du Taureau et le passage dans la Voie lactée, croisement de la ligne Spica et la ligne galactique. Pour apprécier les lignes Anzu et Spica, revenons à notre sphère armillaire. Jusqu'ici,
Vous avez vu la sphère céleste tourner selon les pôles écliptiques, avec le plan du système solaire comme horizon. Transférons la rotation sur les pôles galactiques. Vous voyez la ligne galactique et sa voie lactée comme un équateur tourné autour des pôles galactiques. La demi-sphère verte est le monde terrestre, celui de l'ordre et de l'harmonie. Le monde en bleu est océanique, celui du chaos. Pour avoir une vue d'ensemble de l'astromitra galactique, doublons la sphère avec un demi-tour de rotation. Les lignes Anzu et Spica sont deux méridiens galactiques qui se rencontrent orthogonalement sur les pôles. Mais où se retrouveront donc ces pôles? La réponse est simple. Les pôles d'Anzu se retrouvent sur les deux intersections de Spica avec la ligne galactique en tiret vert. Et vice-versa pour le cercle Spica qui aura ses pôles sur la ligne Anzu à l'équateur galactique. Cette géométrie possède une grande symétrie puisqu'elle trace 8 segments, tous de distance angulaire de 90 degrés. Remarque, l'emplacement des pôles rouges du cercle et les pôles bleus du cercle bleu. L'astromitra galactique n'est pas sans rappeler ce qu'on appelle une bipyramide orthorhombique. Ce sont deux pyramides juxtaposées sur leur base, dont leurs 6 points s'insèrent dans la sphère céleste. Finalement, Alpha du Centaure, sur la ligne Spica, est le pôle du cercle Anzu. Le passage dans la Voie lactée sur la ligne Spica est le pôle du cercle Anzu. Sur la ligne Anzu, Altair et Sirius auraient pu être des pôles du cercle Spica, mais elles sont plutôt situées à 9 degrés sud sur le parallèle jaune galactique. Bételgeuse aussi est sur ce parallèle jaune. En passant, Bételgeuse fait la manchette des nouvelles car elle présente les signes d'une éventuelle nova. En passant, Bételgeuse forme méridien EM4 avec Polaris, la seule étoile importante sur le cercle de précession. Parlant d'écliptique, ajoutons cette ligne ici, en orange, croisant l'étoile Spica et Régulus. Puis ajoutons la mitra écliptique et arrêtons-nous sur les étoiles Spica et Régulus pour contempler la symétrie de l'astromitra. Dans notre vidéo précédente, nous avons montré comment un seau à anse articulée est l'exemple idéal pour expliquer la géométrie sphérique. Voyez l'Apkallu sumérien qui tient un seau dans sa main gauche. Remarquez le cône de pin dans sa main droite. Les cônes de pin sont idéaux pour enseigner le nombre d'or, comme l'angle 54. 4000 ans avant notre ère, le grand cercle Anzu a certainement marqué l'esprit des Sumériens puisqu'il s'inclinait parfaitement sur l'horizon comme notre seau à anse. Sirius, Régulus et Altaïr se donnaient tous rendez-vous sur l'horizon en même temps. Au même moment, la Voie lactée traversait verticalement le ciel, tout comme la ligne Spica. Le fameux passage sur Spica était alors au zénith. Le monde terrestre et océanique céleste avaient chacun leur moitié du ciel, comme le yin-yang des Chinois. Avec la précession des équinoxes, ce phénomène a disparu en Mésopotamie. Mais aujourd'hui, nous pouvons l'observer au nord, autour du 58e parallèle.